Des gens d'abord qui n'arrivent pas à y croire. Je me rappelle par exemple, place Sapéon, on avait un restaurant là, juste qui s'appelait Le Chem. À 10h, je suis rentré, même 9h30, je suis rentré dans le restaurant, j'ai dit écoute Aïcha, faut y aller là. Mais les gens ne voulaient pas quitter le restaurant. Les gens ne voulaient pas partir. Ne croyaient pas que l'eau, elle pouvait arriver comme ça. J'aurais dû être concernée par les crues avant 2008 et je ne l'étais pas plus que ça. On voit les images, c'est comme si on regardait la guerre au bout du monde, quoi. C'est allez pauvres. Mais c'est pas allez pauvres. Maintenant, c'est beaucoup plus violent pour moi. Enfin, voilà, Montauban, pour moi, j'étais. C'est idiot ce que je veux dire, hein, mais j'étais en larmes devant la télé parce que ça me parle trop. À la Confluence, un jeune couple qui venait d'aménager sa maison, et ça, on l'a su qu'après, nous, mais qui a passé plusieurs mois à vivre dans une camionnette et sa voiture parce qu'ils n'avaient plus rien. Quand j'étais enfant, j'étais à la mulatière, au confluent du Rhône et de la Saône. Je savais ce que c'était les inondations. Mais enfin, je n'avais pas été prise dedans comme cette fois. On ne pense pas que ça peut atteindre ça quand on regarde un plan et qu'on se dit bah oui, là c'est inondable, là c'est inondable. Là, on en a une illustration sonnante et trébuchante et ça fait tout drôle, quoi. C'est assez... Ouais, c'est déstabilisant. Il y a des gens qui ont été évacués avec de l'eau au premier étage de leur maison. Et je me rappelle très bien, puisque c'était une de mes adjointes qui était au téléphone, quelqu'un qui avait appelé en disant « mais l'eau est dans la maison ». Et mon adjointe lui avait dit bah, « écoutez, essayez de monter au premier étage ». Et le gars lui a dit on est déjà au premier étage. On s'est retrouvés carrément isolés, quoi. L'Arboil, ça veut dire l'île d'arbres, mais là, on a été une île pendant un certain temps. À 11h, on nous prévient, à 11h30, minuit moins le quart, c'est fini, il y a de l'eau partout. Il y avait des enfants en pyjama, tremblants de froid, qui étaient mouillés jusqu'aux genoux. Pour moi, c'était inimaginable parce que la crue de 2003, je pensais ne jamais la revivre. Et cette crue de 2008 a été sans commune mesure avec la crue de 2003. Quand on savait que des rues qui n'avaient jamais été inondées l'étaient, là c'était angoissant. On se demandait à quel niveau l'eau allait s'arrêter. Si vous nous aviez demandé à n'importe qui, il y a 10 ans en arrière, s'il pensait que ces crues-là étaient possibles, tout le monde nous aurait dit non. Personne ne l'a imaginé. Donc on ne va pas faire la même erreur, quoi. On ne va pas dire pire, c'est pas possible. Bien sûr que la prochaine sera pire. Cela se passe à l'Arbrel, dans le Rhône, au carrefour de deux rivières, la Brévenne et la Turdine. Cela se passe ici, mais c'est un peu la même histoire que là-bas. Celle de toutes les terres inondables. On y joue la même partition de musique. Quelques notes changent, mais la mélodie reste la même. Entre incompréhension et sidération. Révolte et résignation. Mémoire et oubli. Drame humain et la vie qui finalement continue. C'est l'histoire de la pire crue connue, plus violente qu'en 2003, plus rapide qu'en 1983. C'est l'histoire d'une crue qui a dépassé tout ce qu'on avait prévu sur des cartes inachevées et dans des plans inadaptés. C'est l'histoire d'une crue à laquelle certains avaient malgré tout pensé, oiseau de mauvais augure qu'on a voulu vite oublier. C'est l'histoire de contraire, d'une dualité insaisissable, la douceur et la brutalité, le beau et le laid. Le calme avant la tempête. C'est la double nature de la rivière qui se joue bien de notre naïveté, de notre difficulté à imaginer sa plus grande colère, à intégrer sa capacité au ravage, à concevoir le pire. On ne pouvait donc imaginer le pire, mais aujourd'hui, il faut vivre avec. Pour être prêt la prochaine fois, attendre la crue de pied ferme, mettre ses affaires en lieu sûr, fuir avant d'être piégé. On ne peut vivre avec l'idée du pire. Et pourtant, il faut témoigner, pour avertir les autres, éveiller les consciences et rester soi-même aux aguets. On est obligé d'imaginer le pire pour pouvoir y survivre.
Au niveau de la place Sapéon, sous le pont de la RN7, là, on a un regard qui se bouche assez régulièrement et qui crée une accumulation d'eau qui peut être dangereuse pour les voitures. Donc j'avais été voir, et effectivement ça montait, c'était plein d'eau. Et j'ai appelé donc, le gars des services techniques en lui disant « Écoute, essaye de passer, va déboucher le regard ». Et je suis remonté à la maison. Et quand il a été débouché le regard, donc un quart d'heure après, il m'a rappelé en me disant « Non mais là il y a un problème, ça fait un quart d'heure qu'on est là, une demi-heure, et on voit l'eau qui arrive de plus en plus vite. » Donc là, je suis redescendu et j'ai vu qu'effectivement, entre le moment où j'étais remonté à la maison et la demi-heure où je suis redescendu, il y avait, voilà, l'eau était montée de pratiquement, elle est montée de 50 cm, 1 mètre, enfin, ça a été très très rapide, quoi. Toutes les pluies entre le samedi soir et le dimanche sont arrivées sur des sols mais totalement saturés. Il y avait des flaques de partout dans les prés, donc tout ce qui arrivait partait directement à la rivière. Et on l'a vu, je veux dire, il n'y a pas eu de temps de tampon comme on peut avoir des fois sur des orages où il faut attendre 2 heures avant de voir l'arrivée de l'effet de l'orage sur la rivière. Là, en gros, ça a été mais quasi instantané. Donc il a fallu tout de suite enclencher le plan de sauvegarde, faire venir la police municipale, créer les premières conditions d'alerte, les tournées d'information à la population, rameuter les services techniques. On alertait, mais on avait l'impression que rien ne bougeait, les véhicules partaient pas des parkings, il y avait des personnes qui, alors qu'on passait avec le véhicule et les alertes, qui restaient dans les restaurants. Mes collègues étaient obligés d'aller dans le restaurant pour dire il faut évacuer maintenant, d'aller taper à des portes. Enfin voilà, un temps vraiment important, et mes collègues ont dû circuler jusqu'à quasi 23h, minuit, avec l'ensemble mobile d'alerte sur le secteur. On nous a dit après qu'ils étaient passés avec un porte-voix dans les rues. Enfin, on n'a rien entendu. J'ai pas entendu une sirène de pompiers. Donc on n'a pas du tout mesuré le fait que ça pouvait être à risque ou que ça pouvait être dangereux ou... non, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout mesuré. Le fait que ça soit passé la nuit, forcément, ça pose plus de problèmes parce que déjà, vous avez les gens qui dorment, donc il faut les réveiller. Parce qu'il y en a forcément qui ne savent pas que l'eau monte. Donc, de mémoire, la sirène a été déclenchée. Donc, pour un peu interpeller les gens. C'était plus à un moment donné pour un peu secouer, quoi. C'était un peu ça. Mais je suis sûr que oui, il y en a plein qui n'ont pas compris cette sirène-là. L'objectif, c'était à un moment donné de dire, soit de réveiller, soit de dire, ne serait-ce que se questionner, tiens, la sirène en pleine nuit, peut-être qu'il y a quelque chose ou peut-être qu'il se passe quelque chose. Je n'avais pas vu qu'il y avait de l'eau aussi haut, parce que j'avais des grands volets très épais, bien fermés. Et alors j'ai essayé d'entrebâiller, j'ai vu scintiller de la lumière dans de l'eau, alors j'ai vite refermé. Et David m'a dit, tu viens tout de suite. Mais dès qu'il a ouvert la porte, l'eau s'est engouffrée. Alors j'ai dit, écoutez, vous me laissez, mais vous... sauvez-vous, partez, parce que vous allez être engouffrés. Ils m'ont dit, pas question, t'emmènes, et puis voilà. Vers 23h, ça a été vraiment le premier gros choc à la mairie pour moi. C'est de savoir que la caserne, donc notre caserne était inondée, et que toutes les forces de pompiers et de gendarmerie, tout le monde était rapatrié donc sur la mairie de l'Arbrel. Et c'est là vraiment que j'ai vraiment pris conscience que ça allait être vraiment un gros truc. Parce que quand on voit arriver les pompiers de Lyon, quand on voit arriver les Zodiacs, les bateaux devant la mairie, on se dit voilà, là ça va devenir vraiment, vraiment sérieux, quoi. Une vraie incertitude aussi, parce qu'en fait, on regardait la météo et on voyait qu'il n'y avait pas d'alerte chez nous. Il y avait une alerte dans le sud-est, alerte orange, mais chez nous, on était encore en jaune avec tous les départements voisins. Donc, on avait vraiment cette incertitude-là. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va continuer? Enfin, qu'est-ce qui se passe? À un moment, un élu est arrivé en nous disant que cette fois-ci, la crue de 83 avait été dépassée. Donc, ça a un petit peu effrayé tout le monde, parce que dans les mémoires, ça restait vraiment la plus grosse crue. Avec de plus en plus d'appels de personnes disant que l'eau commence vraiment à monter, des personnes paniquées en disant j'ai jamais vu ça, même en 83 c'était pas comme ça. C'est vrai que 2008 c'était impressionnant parce qu'on avait des hauteurs d'eau
que même les gens qui habitaient là depuis très longtemps ou qui étaient nés là n'avaient pour la plupart jamais vu, quoi. Là, moi, depuis que je travaillais sur le bassin, c'était toujours la crue de 83 qui était en exemple. On avait en tête certaines hauteurs d'eau et là, on avait tout explosé. On voyait plus les routes, on voyait plus les cours, on voyait plus le rond-point au fond était sous l'eau. Donc on voyait une grande mare d'eau. Et voilà, avec un courant fantastique, etc. Nous avons vu, notamment pour anecdote, des bus être soulevés par l'eau et se déplacer de quelques mètres. Après, il y avait la rue Claude Terrasse, donc de l'autre côté, le long de la Brévenne, qui était aussi un fleuve. Voilà, un fleuve. On avait des fleuves dans l'Arbrelle. Ce qui m'a frappé, c'était la montée des eaux, surtout au niveau de la confluence, là où les deux rivières se rejoignent et là où les appartements ont été franchement inondés jusqu'en haut. Là, c'était quand même assez surprenant parce que vous aviez un morceau de fenêtre qui dépassait de l'eau. Oui, Émile Zola, il commençait à dire qu'ils allaient être obligés de monter sur le toit parce que l'étage était complètement inondé. On avait eu la présence d'esprit de fermer les volets électriques avant que le courant soit coupé. Et tout au début, de même qu'on avait ouvert le portail de la maison qui est électrique pour pas qu'il y ait de résistance. Et on entendait taper contre la paroi de la maison, à l'entrée. Et on a entendu le bar et le billard qui s'entrechoquaient. C'était assez violent. C'était assez violent. Il y a eu environ 12 personnes qui ont été évacuées entre 23h et 1h du matin. Et ces 12 personnes ont été relogées dans le bâtiment qui est derrière moi, qui s'appelle la salle Maurice Bouvier. Et vers 2h30 du matin, là, on a vu un afflux massif de sinistrés de l'Arbrelle qui se rendaient spontanément en mairie pour justement nous expliquer qu'ils étaient sinistrés, qu'il fallait faire quelque chose pour eux. Je me rappelle par exemple d'une personne, une famille et une personne qui arrive comme ça en pyjama et pieds nus, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle s'était retrouvée à évacuer son logement sans même pouvoir prendre des chaussures et des chaussettes. Ils avaient été obligés de sortir, je crois, pour 2 maisons à la nage. L'eau était tellement montée haut et c'était entièrement sous l'eau. Nous avions des personnes en larmes, en peur panique, et à côté de ça, des personnes qui vivaient ça de manière assez sereine parce qu'ils n'avaient pas été impactés dans leur vie quotidienne par cet événement. Parce qu'on a été confronté à la fois à la population qui était atteinte, c'est-à-dire qui quittaient leur maison, leur domicile, parce que l'eau était dedans, mais on était aussi confronté parce que c'était un samedi soir, c'était un 1er novembre, donc jour de déplacement, on a été confronté à des gens qui se retrouvaient en fait coincés dans la nasse de l'Arbrelle, des gens pas d'Arbrelle qui circulaient, et qui se retrouvaient piégés sur le territoire. Et en particulier, je me rappelle, il y avait un mariage à Tarare, et on voyait arriver toutes ces femmes, robes de soirée, enfin comme on peut l'imaginer, et qui étaient là en tenue de soirée, quoi, au milieu des pompiers pleins de boue. Enfin, c'était un truc totalement surréaliste, quoi. Lorsque le lendemain, nous sommes allés à la crèche pour voir l'étendue des dégâts, on avait l'impression que tous les murs avaient été criblés de balles. C'était pas la crue en elle-même qui avait créé ça, c'était tout ce que la rivière charriait comme matériaux qui avait littéralement explosé les murs, les portes de la crèche. C'est vraiment ça qu'on n'imaginait pas. Le lendemain, vers 10-11 heures du matin, il n'y avait plus d'eau, mais évidemment les stigmates de la crue étaient partout dans l'Arbrelle. On s'est cru en zone de guerre. Les voitures étaient les unes sur les autres, tous les bâtiments, toutes les façades des bâtiments étaient très très abîmées. C'est vraiment ça, on ne s'imaginait pas que l'eau puisse créer autant de dégâts. On n'avait plus l'impression
l'impression d'être pris pour des illuminés quand on disait qu'il pouvait y avoir des crues et qu'il fallait quand même qu'on essaye de réfléchir à une autre façon d'envisager la rivière, quoi. C'est vrai qu'avant, on avait un peu l'impression, parfois, qu'on nous prenait un peu pour des techniciens qui ressortaient ce qu'ils avaient appris à l'école, mais que ici, non, ça s'était jamais vu, c'était pas comme ça, et que ce qui avait été fait dans les années 80, c'était très bien comme ça, etc. Derrière cette notion de c'est une crue exceptionnelle, il y a ce petit penchant un peu pervers de dire c'est exceptionnel, donc ça sera pas de retour demain, quoi. Le riverain qui, lui, est à côté de la rivière et qui a eu 2 mètres d'eau dans son garage ou qui a perdu tous ses biens, celui-là, je pense qu'il n'oubliera pas. Mais des autres, par exemple, il nous est arrivé plusieurs fois déjà de se mettre en préalerte, parce qu'on a eu des phases un petit peu depuis 2008, et par exemple de condamner certains parkings en limite de berge, mettre les panneaux, vous constatez que les gens forcent les panneaux, ils vont se garer quand même. Donc ceux-là n'ont pas le vécu, n'ont pas vu qu'on a eu une centaine de voitures qui sont parties à l'eau en 2008, quoi. En fait, on a besoin d'oublier, parce que si on ne vit que dans ça, on ne fait pas le deuil. Enfin, c'est une histoire de deuil. C'est des épisodes de vie difficiles, on a perdu quelque chose, on a perdu une sécurité, on fait le deuil de notre... On n'est plus intouchable. Donc si on ne vit que dans ça, c'est comme quand on a perdu quelqu'un de cher, quoi. On peut pas avancer. Donc on est obligé d'oublier. Et on ne veut pas y repenser et on n'a pas envie de passer notre temps à ressasser ça. Et d'un autre côté, on est obligé d'y penser si on ne veut pas que la prochaine fois revivre les mêmes horreurs. Là, maintenant, on est obligé d'y penser pour être prêt à affronter la prochaine fois. Et puis on y pense en espérant surtout qu'il n'y aura jamais de prochaine fois. Et puis on y pense parce que ça nous donne, parce que si nous, on n'y pense pas, nous les victimes des inondations, ceux qui étaient en direct, on n'y pense pas, alors est-ce qu'on pourra reprocher au pouvoir public d'oublier ? Non, si nous on oublie, comment peut-on reprocher à nos dirigeants d'oublier et de ne pas faire ce qui pourrait être fait, si tant est que c'est possible, pour nous protéger. Donc on est obligé, on a une obligation, on a un devoir de mémoire, et que c'est pas en oubliant totalement cet événement qu'il n'arrivera pas. Moi je suis une fervente opposante à la politique de l'autruche. C'est pas parce qu'on ne voit plus les choses qu'elles disparaissent. Ce qui est arrivé cette nuit-là est arrivé. Ce qu'on a vécu les mois qui ont suivi, on l'a vécu. C'est en nous. Je sais pas comment vous dire. C'est rien que de penser, moi, les nuits et les semaines et les mois qu'on a vécu derrière. J'en suis. C'est dur. Mais de l'oublier, mais de toute façon, on ne peut pas l'oublier. C'est hypocrite. De faire semblant de l'oublier. Ça résout pas le problème. Moi, maintenant, je vis avec. Quand il pleut, je vis mal. Quand il pleut la nuit, je ne dors pas. Voilà, c'est clair. Je me lève, je regarde, j'écoute. Quand il pleut beaucoup, je ne dors plus. Voilà, c'est des nuits où le lendemain, on est moins efficace au boulot. Et puis, c'est comme ça. Mais par contre, à côté de ça, je suis bien ici et j'y pense pas tout le temps. Enfin, loin de moi, cette idée-là d'y penser. Sinon, effectivement, je vends la maison et je m'en vais. Il n'y a pas d'autre solution. C'est une façon d'oublier. C'est la seule façon d'oublier.